Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce séminaire économique concernant la publication de Tourisme en chiffres 2024. La publication est parue sur notre site au mois d'août et vous pouvez la consulter. Nous l'imprimerons à un moment donné également. Ce séminaire présentera les chiffres sur les pratiques touristiques des résidents ainsi que les statistiques du tourisme local. Aujourd'hui, les orateurs sont Lucille Botton de l'unité Conditions de vie, Rick Schmitz de l'unité Fonds satellite et techniquement Madame Leila Dey, mais qui est absente aujourd'hui de l'unité Indicateurs conjoncturels. À la fin de la présentation, M. Alain Krier, Head of Insights and Strategy de Luxembourg for Tourism, partagera aussi quelques informations relatives à leurs études. Okay, welcome here by the séminaire über Tourismus. On n'en a pas fait beaucoup sur le tourisme, je crois, ces derniers temps, me semble-t-il. Et on s'est dit, voilà, c'est quand même une bonne occasion, une fois, de présenter tout ce qu'on a comme chiffres sur le tourisme. Tout un temps, c'était très demandé, par exemple aussi tout ce qui était les comptes satellites. Donc là, on a fait quand même des sacrés progrès. On s'est dit, voilà, c'est peut-être l'occasion de faire un séminaire ouvert, parce que ça permet alors d'abord de présenter les documents, le rapport, qui concerne surtout maintenant 23, mais on a quelques chiffres également sur l'évolution de la conjoncture en 2024, parce qu'on a une enquête trimestrielle mais c'est surtout intéressant, je pense, parce qu'on a beaucoup de données, je dirais, plutôt structurelles, hein, qui sont assez mal connues, mais qui sont bien présentées dans notre tourisme en chiffres. Donc, c'est l'occasion d'en parler. Et puis, j'avais demandé à ce qu'on ait aussi la vue plus stratégique du ministère sur les questions du tourisme, parce que ça permet aussi d'avoir un échange intéressant sur comment éventuellement améliorer nos données et nos analyses. Voilà, quelques mots d'introduction, mais pour ne pas perdre de temps, démarrons. Qu'est-ce qui parle en premier? C'est Lucie. Oui. Donc, je vais vous présenter, donc comme disait Johanna tout à l'heure, donc les chiffres sur le tourisme qu'on va vous présenter aujourd'hui sont extraits de la publication parue au mois d'août, qui s'intitule « Le tourisme en chiffres ». Et donc, dans cette publication, le tourisme est abordé sous deux angles. Le tourisme ici au Luxembourg, donc l'offre touristique et les pratiques touristiques des résidents. C'est une publication que l'on fait chaque été maintenant depuis 3 ans. Donc voilà, les sources de données au Statec. Donc on a au Statec, on conduit annuellement depuis de nombreuses années deux enquêtes majeures sur le tourisme. D'un côté, on a une enquête auprès des résidents sur les pratiques touristiques et de l'autre, une enquête auprès des établissements d'hébergement sur les arrivées et les nuitées. À cela s'ajoutent d'autres sources de données, dont les comptes satellites du tourisme, qui travaillent à partir, donc principalement à partir des comptes nationaux et de la balance des paiements. Donc la présentation qu'on va vous faire, elle s'articulera autour de ces 3 sources de données. Donc voilà, 3 parties. Donc je vous présenterai la première, je vous présenterai aussi la deuxième, c'est celle de Leila Dey qui est malheureusement absente aujourd'hui, et Rick Schmitz terminera avec les comptes satellites du tourisme. Donc au niveau des pratiques touristiques, voilà, donc à partir des données qu'on collecte dans l'enquête sur le tourisme, des extrapolations qu'on peut en faire, on estime que les résidents ont effectué en 2023 3,3 millions de déplacements, axe de gauche et ligne bleue, donc 3,3 millions de déplacements et 22 millions de nuitées, donc en dehors de chez eux, donc axe de droite et ligne rose. Je reviendrai sur les définitions un petit peu plus tard. Ce que je voulais vous dire ici, c'est que ces résultats n'ont jamais été aussi élevés qu'en 2023. Le recul observé en 2020 pendant la crise sanitaire n'aura duré finalement que le temps de la crise sanitaire. En 2021, la reprise est partielle, mais dès 2022, les résidents retrouvaient un rythme élevé qui se maintient encore aujourd'hui en 2023. Évidemment, il y a des inégalités dans l'accès au tourisme qui sont importantes en Europe. Il faut savoir que cette enquête qu'on fait ici au Statec, c'est une enquête réglementaire européenne qui est faite donc dans tous les pays de l'Union européenne, plus quelques autres pays. Donc, on a des données comparatives. Là, je vous présente les données pour l'année 2022.
Les résidents du Luxembourg, comme vous le voyez sur le graphique, ils font partie des plus gros consommateurs de tourisme d'Europe. Donc, avec 5,5 séjours par résident en 2022, donc le Luxembourg se place donc en 3e position du nombre de séjours par résident et par an. Donc, derrière la Suède qui a 9 séjours et la Finlande à 7 séjours. Si maintenant on s'intéresse au nombre de nuitées et plus au nombre de séjours comme on l'a fait dans le slide précédent, le Luxembourg devient alors le pays de l'Union européenne qui voyage le plus, avec 33 nuitées de tourisme par résident et par an, donc devant la Suède et la Finlande. La Suède est à 30 nuitées, la Finlande à 25 nuitées. Donc vous voyez, les autres pays présentent des chiffres bien plus faibles. Donc par exemple, on a 16 à 18 nuitées pour la France, l'Allemagne et les Pays-Bas. La Belgique est à 11 nuitées. Donc maintenant, on va parler un peu de définition. Donc pour avoir des chiffres aussi élevés, vous imaginez bien qu'on a une définition des pratiques touristiques qui est plutôt large. Donc premier point, on parle ici donc de séjour avec nuitée, au moins une nuitée, donc sont exclus tous les déplacements d'une journée. Ils sont évoqués, ces déplacements d'une journée sont évoqués dans le questionnaire, mais ils ne font pas partie de cette publication dont on parle aujourd'hui. Donc pour revenir à la définition, alors si on s'accorde tous à dire que les déplacements qu'on qualifie de vacances, quand on dit je pars en vacances par exemple, ils entrent dans la définition des pratiques touristiques d'Eurostat et donc qui est la nôtre aussi. Il faut également ajouter donc les déplacements pour affaires ou les déplacements liés au travail de manière générale, mais aussi, et c'est là où parfois il y a des litiges, il faut aussi ajouter les visites familiales ou amicales et qu'elles soient voulues ou subies. On rajoute aussi les séjours qui peuvent être des séjours qui peuvent être liés à la santé, par exemple, une cure. Ça peut être aussi un séjour religieux, éducatif, sportif. Donc voilà, on a une définition qui est quand même assez large. Et donc, vous voyez sur ce graphique ici à l'écran, donc nos séjours au Luxembourg, donc on est sur des données 2023, 14% donc des séjours sont des séjours d'affaires et 86% des séjours de loisirs. Et donc ces séjours de loisirs se répartissent en 50%, 51% ce sont des séjours de vacances, 31% des visites familiales et amicales, et on a 4% de autres. Donc la fameuse catégorie G. Pour tout. Alors, attendez, je vais... Donc maintenant que on en a fini avec la définition, je voudrais quand même revenir sur le slide précédent parce que quand j'ai présenté ces chiffres, 33 nuitées, on m'a dit mais c'est énorme et effectivement c'est important. On me dit comment est-ce possible qu'on ait autant de nuitées dehors de chez soi alors que finalement le congé légal est inférieur. Donc comme on a vu, ça inclut donc les déplacements professionnels qui ne nécessitent pas de prendre de congé. Évitez de déplacer sans prendre de congé. Hein. Par exemple, si vous travaillez du lundi au vendredi, vous partez en week-end, il n'y a pas besoin de poser de congé. Et également, si vous partez une semaine, vous posez 5 jours, vous partez 7 jours. Enfin, vous m'avez compris sur l'idée. Aussi, bon, nous sommes sur des... Pardon. Hop, là, j'en suis tombée. Nous sommes sur des moyennes. Je reviens. Donc voilà, donc je disais, on est ici, j'ai perdu le fil. Voilà, je voulais dire aussi qu'on était donc sur, on a des chiffres très élevés, on est aussi sur des moyennes qui incluent des étudiants, enfin, des gens qui partent beaucoup, donc les étudiants et des retraités aussi qui partent beaucoup au Luxembourg. Et puis on a aussi au Luxembourg une part de résidents d'origine étrangère qui est importante, et donc on peut imaginer des visites familiales qui sont peut-être plus nombreuses et plus longues. Voilà, pour la petite parenthèse, donc on revient ici.
Alors, une pratique touristique qui est importante et qui est bien évidemment hétérogène au sein de la population résidente. Et le déterminant, un des déterminants majeurs, c'est bien sûr le revenu. Donc, selon qu'on appartient à un ménage du premier quartile de revenus ou du dernier quartile de revenus, le nombre de nuitées de loisirs passe de 27 à 51. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que donc vous avez c'est décomposé en nuitées de vacances et en nuitées en visite familiale et amicale. Et donc, vous voyez qu'au niveau des nuitées passées en visite familiale et amicale, le chiffre est relativement stable finalement d'un quartile à l'autre. On passe de 13 à 12 à 15 à 16 nuitées selon le quartile de revenus. Donc, c'est finalement assez proche et la différence, elle se situe bien évidemment au niveau des nuitées de vacances pour lesquelles il y a un investissement financier qui est plus important. Et donc là, on passe de 12 nuitées dans le premier quartile à 19, 25 et 34 nuitées dans le dernier quartile. Donc, de par le choix qui a été fait concernant la définition donnée à la pratique touristique, on observe une forte hétérogénéité dans les séjours, que ce soit ici en termes de durée. Vous voyez qu'on a 40% des séjours qui font 1 à 3 nuitées, et puis à l'opposé, on a 25% des séjours qui font plus de 10 nuitées. Une hétérogénéité aussi au niveau du coût. 338 € pour le premier quartile, donc le coût par personne, hein, coût d'un séjour par personne, 338 € pour un séjour dans le premier quartile. C'est la distribution. Donc la distribution qui s'étale donc de 338 € le premier quartile, la médiane est à 700 € pour un séjour pour une personne et 1500 € pour le troisième quartile. Donc on a vraiment forcément une distribution très allongée au niveau du coût du séjour par personne. Au niveau de l'hébergement, donc c'est pareil, 43% de séjours à l'hôtel, et puis à l'inverse, vous avez 29% de séjours chez des parents et des amis. Le moyen de transport, on voit que la voiture reste le moyen de transport le plus important, qui est suivi par l'avion avec 35%. Le train, 1% de séjours qui se passent en train, donc ça reste vraiment une petite part. Et ici, je voudrais revenir sur un chiffre, 35% de déplacements en avion. Voilà, le déplacement aérien, c'est quand même un sujet qu'on a pas mal qu'on retrouve beaucoup dans le débat public. Et à titre comparatif, donc pour l'année 2022, on va regarder au niveau des chiffres d'Eurostat. Donc en 2022, le Luxembourg était déjà à 35%. Et ce pourcentage était bien plus faible en Belgique, aux Pays-Bas. En Belgique, la Belgique est à 28%. Les Pays-Bas sont à 19%. Et l'Allemagne, la France, la Finlande ou la Suède, on a vu qu'ils voyageaient également beaucoup, ont des taux de séjour en avion beaucoup plus faibles, entre 9 et 15%. Et finalement, les seuls pays qui atteignent la proportion au Luxembourg, ce sont les îles en fait. Hein. C'est l'Irlande qui a 34%, il y a Chypre qui a 39% et Malte qui est encore au-delà. Donc ici, on voit les pays de destination des séjours de loisirs des résidents. Ici aussi, on peut voir une forte hétérogénéité dans les comportements touristiques, rien qu'à l'étendue de la liste de pays et de régions présentées ici. J'ai conservé les 4 colonnes de ce tableau pour vous montrer à quel point cette hétérogénéité dans les pratiques touristiques, en tout cas dans le pays de destination ici, était déjà présente il y a 25 ans. Et que finalement, au travers des regroupements qu'on a utilisés ici, on observe peu de variations. On aime toujours autant aller en France, en Espagne, en Italie, au Portugal, et finalement, on ne va pas moins non plus en Belgique ou en Allemagne, il y a 25 ans. Donc, sans doute sont arrivées sur le marché des nouvelles destinations, mais elles n'ont pas bouleversé, en tout cas, les choix principaux, les choix moyens des résidents.
27% des séjours de loisirs sont des séjours de proximité. Alors, la définition donnée au séjour de proximité, c'est un séjour qui s'est déroulé à moins de 300 km du domicile. Donc, sur la carte ici, vous trouvez la répartition des séjours de proximité des résidents, donc selon le district, province ou département, donc pour l'année 2023. Donc, bon, vous voyez que le Luxembourg, région centre-sud, arrive en tête, mais bon, on a aussi la région de Cologne, on a le nord du Luxembourg, on a la région de Strasbourg, Bruxelles aussi fait partie des destinations importantes, la côte belge évidemment, enfin la Moselle, on a une région qui est attractive dans son ensemble. Voilà, et pour finir avec cette dernière partie sur les pratiques touristiques des résidents, en 2022, on avait ajouté au questionnaire une question sur les vacances idéales. C'était une question du type, si je vous dis vacances idéales, à quoi pensez-vous? Et on proposait 5 champs textes à compléter. Et donc, voici les résultats principaux de cette analyse textuelle, donc pour l'ensemble de la population. On retrouve ici aussi l'étendue des choix possibles. On voit que ça passe par beaucoup de vocabulaire autour de l'environnement, de l'entourage, des activités, du bien-être, du confort, aussi de l'organisation du séjour. Mais finalement, il y a quand même 3-4 éléments qu'on partage tous et qui nous rassemblent finalement dans nos choix de vacances. C'est du beau temps, du repos, de la plage et une bonne alimentation. Voilà, donc j'en ai fini avec cette première partie donc, qui portait sur les pratiques touristiques des résidents. Et donc maintenant, on va passer à la seconde partie qui porte sur l'offre de tourisme national. Donc, comme vous disiez, Johanna Ribeiro, donc, lors de l'introduction, le travail et les résultats que je vais vous présenter sont ceux de Laïla Dé. Elle est chef d'unité ici, chef d'unité indicateur conjoncturel, transport et tourisme, et elle est malheureusement absente pour des raisons de santé. Elle m'a dit de vous dire que, alors nous, on pourra peut-être répondre à certaines de vos questions, mais sinon, vous pouvez la contacter sans problème à un moment ou un autre et lui poser des questions, vous entretenir avec elle, il n'y a aucun problème. Alors, les chiffres présents dans cette partie sont issus des fiches d'hébergement touristique. Donc, tous les hébergeurs du Luxembourg ont l'obligation de compléter des fiches d'hébergement et de les transmettre quotidiennement à l'administration. Donc, ces données sont de fait censées être exhaustives. Donc, l'offre touristique ici au Luxembourg, donc au 1er janvier 2024, on dénombrait 211 hôtels, auberges et pensions proposant pas loin de 8000 chambres. À cela s'ajoutent 69 terrains de camping pouvant accueillir jusqu'à 38 000 campeurs. Et enfin, 9 auberges de jeunesse et 29 gîtes d'étape proposant ensemble près de 2500 places lits. Donc une offre conséquente et évidemment des disparités régionales. Donc vous trouvez ici sur le graphique de gauche le nombre d'hôtels et le nombre de campings par région. Et sur la carte à droite, le nombre de lits disponibles dans l'ensemble des hôtels de la région et la capacité d'accueil des terrains de camping, donc le tout en date du 1er janvier 2024. Donc vous voyez, les hôtels sont principalement concentrés dans la région centre du pays. On y trouve 4 hôtels sur 10 et 61% des chambres disponibles dans le pays. Les Ardennes et le Mullertal sont plutôt donc, des régions de camping. La région des Ardennes compte 39 campings, soit plus d'un camping du pays sur 2. La capacité d'accueil est de 20 000 campeurs, donc aussi plus de la moitié des places disponibles dans le pays. Le Mullertal est également une région de camping, mais dans une moindre mesure. Et enfin, les régions sud et les régions de la région sud et la région de la Moselle ont des capacités d'hébergement qui sont plus faibles. Donc voilà en ce qui concerne les capacités d'hébergement pour le pays. On va parler maintenant de consommation.
Laïla nous dit que l'année 2023 est une très bonne année pour le tourisme au Luxembourg. Que ce soit en termes d'arrivée ou de nuitée, on note une progression de plus ou moins 10% par rapport à 2019. Donc 2019, finalement, notre dernière année référentielle avant le Covid. On a dénombré 1 400 000 arrivées et presque 3 500 000 nuitées. Alors ici, je dois vous faire une petite parenthèse. Les données collectées sont anonymisées. Donc, on ne peut pas dire combien de personnes différentes cela correspond. Une personne qui a effectué un séjour en avril et un séjour en septembre ici au Luxembourg, elle sera comptabilisée pour 2 arrivées. Donc, on ne peut pas dire combien de personnes résidant en pays X sont venues au Luxembourg à un moment donné. On peut dire que les résidents du pays X ont effectué tant de séjours au Luxembourg à un moment donné. Je me dis que c'est une question qu'on lui pose souvent et c'était pour préciser la chose. Les principaux clients des établissements au Luxembourg sont des résidents des pays voisins, Allemagne, Belgique, France, Pays-Bas. Donc pour l'année 2023, le premier fournisseur de touristes sont les Pays-Bas avec 272 000 arrivées. Viennent ensuite l'Allemagne et la Belgique qui sont très proches avec 232 000 arrivées pour l'Allemagne et 228 000 pour la Belgique. Le tourisme local est également important. Il se place en 4e position, la France est 5e. Donc le tourisme local, donc le tourisme au Luxembourg par les résidents du Luxembourg. Le tourisme local, comme vous le voyez ici sur le graphique du milieu, le tourisme local est en augmentation depuis 2015. Il est passé de 110 000 nuitées en 2015 à environ 180 000 en 2023. La progression a été assez régulière sur ces 8 années. Elle a sans doute profité des fermetures de frontières en 2020 et 2021, ou bien a été relancée ou réinventée au moment de ces fermetures de frontières. Mais même depuis, le tourisme local continue de progresser. On voit un pic important en 2022 et finalement, ça se maintient aussi en 2023. Donc sur le graphique à droite, si on s'intéresse aux nuitées plutôt qu'aux séjours, les Pays-Bas restent le plus gros consommateur de tourisme au Luxembourg, avec pas loin d'1 million de nuitées en 2023. L'Allemagne, la Belgique et le Luxembourg sont proches, avec une petite avance pour les résidents allemands. Donc la progression de 10% du nombre de nuitées entre 2019 et 2023, dont on parlait dans le slide précédent, elle est surtout le fait de visiteurs en provenance des Pays-Bas et d'Allemagne, et aussi donc des résidents du Luxembourg. Et ces trois groupes enregistrent une progression sur ces 4 années de 23 à 28% pour les résidents luxembourgeois. Et les autres catégories, finalement, elles reculent sur la même période, que ce soit en provenance de France, Belgique, les pays asiatiques aussi sont en recul, et enfin la moyenne de l'ensemble des autres pays de provenance. Ici, je dois vous dire aussi que si vous souhaitez plus de détails ou des tendances pour d'autres nationalités, vous pouvez vous rendre sur le portail des statistiques du Luxembourg, statistiques.lu, ou alors dans notre publication, finalement, sous les graphiques, vous trouverez des liens et vous arriverez directement sur le portail et vous pourrez ensuite affiner votre recherche en fonction des besoins si vous souhaitez changer le type d'hébergement ou le pays de destination. Vous pouvez jouer avec le filtre sur la gauche et affiner votre recherche et avoir d'autres chiffres. Et voilà, donc pour finir cette partie donc, sur l'offre touristique au Luxembourg, donc 2 graphiques de synthèse. À gauche, donc, on a la répartition des nuitées par région. On voit bien le dynamisme de la région centre avec Luxembourg-Ville. Mais on voit également que la croissance du tourisme au Luxembourg observée sur la période 2019-2023 est surtout portée par les régions Ardennes et Mullertal. Et à droite, donc, on a la répartition des nuitées par type d'hébergement depuis 2015. Et sur ce graphique, on constate aussi la croissance qui est surtout portée par les terrains de camping et assimilés.
Depuis 2019, ils ont accueilli 300 000 nuitées de plus. Donc voilà pour cette deuxième partie sur l'offre touristique ici au Luxembourg. Et maintenant, je passe la main à Rick Schmidt qui va vous parler des comptes satellites du tourisme. Peut-être juste avant pour compléter, puisqu'on a publié dans le Flash Conventure l'évolution qui s'est faite cette année, en 2024, sur l'offre touristique locale. Alors, les 7 premiers mois de cette année, donc de 2024, on a une hausse de 2,4% des arrivées dans les établissements d'hébergement touristique par rapport donc à 2023. Par contre, on a une baisse des nuitées de 4,7% sur la même période, surtout à cause des campings. On a moins 16,8%. Ça s'explique par la météo, on s'en doute. Alors que les hôtels s'en sortent plutôt bien avec une hausse de 4,5%. Juste pour dire, on a des chiffres déjà très actuels sur l'évolution du tourisme. Voilà. Voilà, donc bonjour aussi de ma part. Donc, moi, je m'appelle Rick Schmitz et je viens de l'unité Front Satellite. Et je vais peut-être commencer par un petit mot sur qu'est-ce qu'on appelle compte satellite, parce que c'est peut-être pas le terme le plus connu. Donc, un compte satellite, c'est un cadre de présentation. Donc, on présente les données de l'économie spécialisées sur un domaine. Donc, on fait un focus sur un domaine. Dans notre cas ici, on fait le focus sur le tourisme. Et on l'appelle compte satellite parce qu'on fonctionne toujours en relation avec l'analyse économique globale des comptes nationaux. Donc, on suit la méthodologie des comptes nationaux, mais on fait un focus sur un thème. Donc, si vous voulez, on orbite les comptes nationaux et c'est pour ça qu'on appelle ça un compte satellite. Donc, on va maintenant parler du compte satellite du tourisme. L'abréviation, c'est TSA, par le terme anglais Tourism Satellite Account. Donc, ici au STATEC, on se base sur une méthodologie qui est harmonisée à un niveau international par l'Organisation mondiale du tourisme des Nations unies. Donc, au niveau de l'Union européenne, à ce jour, on est à 23 pays qui produisent ces comptes satellites du tourisme. Donc, le Luxembourg est avancé dans la matière. Ce qu'on fait ici au STATEC, c'est que depuis 2021, on a mis en routine la production des 7 premières tables du TSA. Donc, ces 7 tables sont divisées en 3 catégories. Vous voyez, les premières 4 tables sont des tables sur la demande du tourisme, où on divise dans la première table, donc on a la dépense du tourisme récepteur, donc c'est toutes les personnes qui viennent de l'étranger au Luxembourg. La deuxième table nous donne le tourisme interne, donc c'est-à-dire les dépenses, la demande des résidents luxembourgeois pour le tourisme au Luxembourg. La troisième table, c'est les dépenses du tourisme émetteur, donc c'est-à-dire les dépenses qui sont faites au Luxembourg, mais avec une destination à l'étranger. Et la quatrième table du volet demande, c'est en fait, on regroupe ces 3 tables dans une table de synthèse qui nous donne la consommation du tourisme intérieur et on divise par produit touristique. On va d'ailleurs parler après des différents produits touristiques. Ensuite, on enchaîne avec 2 tables sur l'offre touristique. Donc, on a une fois les comptes de production pure des industries du tourisme et aussi d'autres industries qui sont impactées par le tourisme. Et dans un deuxième temps, on fait un focus sur l'offre totale et la consommation du tourisme intérieur, aussi par produit, où là, on prend la production des industries et on cible vraiment sur la part du tourisme. Et notre dernier tableau, c'est un tableau sur l'emploi dans les industries du tourisme. Donc maintenant, on va entrer un peu plus dans la matière, donc dans les tables qui focus sur la demande du tourisme. Donc ici, on a regroupé en fait la table 1 et 2 et on voit les différences, on voit les dépenses des visiteurs non résidents et résidents pour du tourisme fait au Luxembourg. Donc on ne regarde pas sur les dépenses des Luxembourgeois qui vont à l'étranger,
On regarde vraiment ce qui est dépensé au pays et on voit l'image clé, le message clé de ce graphique, c'est en fait que le secteur du tourisme au Luxembourg, il vit largement des dépenses des non-résidents. Ce qu'on a aussi vu sur le graphe en avant des nuitées, que les Luxembourgeois ne représentent qu'une moindre part des même si c'est en croissance. On est dans les années 2012 jusqu'en 2021, en moyenne à 88% des dépenses qui sont faites par des étrangers au Luxembourg. On voit bel et bien aussi sur ce graphique que le choc Covid, où on voit que de 19 à 2020, on a une baisse dans les dépenses des visiteurs qui est clairement due à la fermeture des frontières, donc moins de visiteurs non résidents qui sont entrés au territoire luxembourgeois. En effet, en 2020, la part des dépenses des résidents passe aussi de la moyenne de 12% à 14%, donc on a un peu plus, une plus grande part des dépenses qui sont faites par des résidents. Le prochain graphique nous donne un peu plus de détails. Donc, on a fait le split par les différents produits touristiques. On voit clairement qu'il y a des différences entre les dépenses des non-résidents et des résidents, des différences assez logiques, comme par exemple, vous voyez en transport, pour les non-résidents, on a 19% des dépenses qui sont faites pour des services de transport par avion, qui est clairement pas possible pour les résidents luxembourgeois. Donc, on voit pour les luxembourgeois, on a 13% pour le transport par route, donc les déplacent assez logiquement plus avec leur voiture s'ils vont en vacances au Luxembourg. Bien évidemment aussi que on a ici les dépenses de 2022, donc les transports en commun sont gratuits, donc aussi là, on a une dépense zéro logiquement pour les résidents luxembourgeois. De plus, on voit que l'hébergement est plus important pour les visiteurs non résidents parce que normalement, il reste un peu plus long, donc aussi logiquement, ils dépensent un peu plus en hébergement que les résidents locaux. Et dernièrement, on voit aussi que pour les services culturels sportifs, les résidents placent une plus grande part de leurs dépenses pour ces services que les visiteurs qui viennent de l'étranger. Donc, ils participent un peu plus. Le volet culture et sport a une plus grande importance pour les visiteurs locaux que pour les visiteurs qui viennent de l'étranger au pays. Le prochain graphique est focalisé sur l'offre du tourisme. Donc ici, on voit la part directe du tourisme dans le PIB national. Qu'est-ce qu'on appelle part directe? C'est vraiment la part qui est attribuable directement au tourisme. Donc ici, on regarde que les parts qui sont produites par le tourisme en lui-même et on ne regarde pas les effets secondaires sur les autres industries. Donc on voit clairement qu'avant la crise sanitaire, on était autour de 0,9% du PIB qui était lié directement au tourisme, mais on est passé, après, avec le choc Covid, on est passé à 0,7% du PIB qui sont directement attribuables au tourisme et on est resté à peu près à cette part dans les années 2021 et 2020. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu une croissance dans le tourisme dans ces 2 années, c'est juste que le tourisme, il a cru au même rythme que le PIB national, donc sa part n'augmente pas. Donc on reste au 0,7% de part du PIB. Dernièrement, on a sorti un graphe sur l'emploi du secteur touristique. Donc ici, on voit que le secteur de l'ORECA, donc restauration et hébergement de visiteurs, emploie 55% du secteur touristique. Ensuite viennent les différents transports qui sont à 30% dans leur ensemble. Et les 15% qui restent, c'est les services culturels et sportifs et d'autres comme par exemple agence de voyage ou location de grands matériels pour le tourisme représentent 3% de l'emploi du secteur au Luxembourg. Donc, c'était un premier aperçu des concepts du tourisme.
Bien sûr, s'il y a plus de questions, vous pouvez revenir vers nous. Je passe le mot à M. Krier sur Luxembourg for Tourism. Peut-être un mot sur les comptes satellites. Ça a l'air comme si ça avait toujours été comme ça, mais en fait, ça a été une demande du ministère du Tourisme pendant très longtemps. Je sais pas, les moins jeunes s'en souviennent. Et on avait fait des pré-études. Il y avait un expert autrichien, je me rappelle, qui fait une grosse étude, et puis finalement, c'est passé dans les tiroirs. Puis il y a eu des demandes, ça dépend un peu des ministres qui voulaient absolument voir quelle était l'importance du tourisme à Luxembourg. Et petit à petit, on a eu les moyens, on a investi dans les comptes satellites. Mais ça a mis un certain temps, comme tu te rappelles. Voilà, mais maintenant c'est fait. Et donc c'est déjà important de souligner ce fait. On a instauré des comptes satellites, ce qui permet d'avoir une vue sur quel est le poids, c'était un peu, je pense, l'idée derrière, quel est le poids du tourisme à Luxembourg. Bon, on voit bien que bon, on était à peu près autour d'1% de PIB. Maintenant, ça a un peu calé. Et en fait, l'objectif, ce serait de revenir au niveau antérieur avant la crise Covid. Donc, retrouver 1% du PIB. Donc, ça, c'est ça, pour ça que c'est intéressant. On a maintenant des vrais chiffres. À un moment donné, on s'appelait des chiffres de la Chambre de commerce qui les avait largement inventés. Là, on était à 5%. Enfin, c'était des chiffres assez imaginatif. Mais là, maintenant, on a une méthodologie très sérieuse, très rigoureuse, acceptée par les comptables nationaux au niveau international. Donc maintenant, on a une approche quand même, un reflet de ce qu'est le poids du tourisme qui est, je pense, très proche de la réalité. Il faut faire ce point parce que on présente, c'est comme si ça a été toujours comme ça, non? C'est en fait c'est une avancée pour laquelle le Statec est content de pouvoir servir un secteur qui souhaite savoir où il en est. Voilà. Merci. Merci tout d'abord pour l'invitation. Et mais je peux que saluer effectivement cet effort qui a été fait pour disposer finalement de chiffres fiables au niveau du poids économique, ça certainement. Pour nous, évidemment, c'est l'enquête résident que vous réalisez depuis de nombreuses années parce que ça reste la seule source vraiment fiable pour mesurer le comportement de voyage des résidents. Et je voulais juste peut-être compléter quelques données de nos propres études parce que chez LFT, nous réalisons également une enquête depuis 2020 auprès des résidents, mais qui a un tout autre focus, donc qui est complémentaire et qui le focus porte plutôt sur l'acceptation et le soutien du tourisme par la population résidente. Et là, on voit quand même qu'on a de très bons résultats. Donc, si je regarde les chiffres de 2023, on avait 80% des résidents qui ont déclaré qu'ils soutiennent le tourisme au Luxembourg et veulent qu'il demeure important, voire même gagne en importance. Et il y a eu aussi 70% des résidents qui ont déclaré que les bénéfices positifs du tourisme dépassent les effets négatifs. C'est vrai que, fort heureusement, je dirais, on n'a pas vraiment dû faire face à des hostilités envers les visiteurs, à des phénomènes d'overtourisme, etc. Jusqu'ici, il n'y a que 5% des résidents, selon toujours cette enquête, qui disent qu'il y a trop de visiteurs au Luxembourg. Donc, c'est quand même un chiffre assez faible. Et il y a aussi seulement 7% qui ont déclaré que l'impact du tourisme sur la qualité de vie au Luxembourg est plutôt négatif, tandis qu'il y en a 46% qui disent qu'il y a un impact positif et 47% qui disent qu'il n'y a pas vraiment d'impact. Donc, je voulais quand même faire ce point que le soutien des résidents est quand même fort pour le tourisme. Puis, oui, effectivement, le poids économique reste assez faible. Il faut quand même l'avouer. C'est 1%, près d'1%. Par contre, et ça, je trouve aussi intéressant, si on regarde par exemple l'impact du tourisme sur l'image du pays,
Je dirais qu'il est nettement plus fort. On vient juste de réaliser des études potentielles sur une sélection de marchés européens et on voit que les gens qui n'ont jamais encore visité le Luxembourg, ils étaient à un peu plus de 50% à déclarer qu'en principe, ils trouvent le Luxembourg plus ou moins sympathique, alors que ce taux monte à 80% une fois qu'ils étaient ici en tant que visiteurs par le passé. Donc, on voit quand même que une fois qu'on était touriste au Luxembourg, on pense tout à fait de manière différente aussi du pays dans son ensemble et de la destination touristique. Oui, juste encore quelques indicateurs supplémentaires que je trouve intéressants aussi pour comparer un peu avec les chiffres que vous aviez invoqués. On regarde les pratiques des résidents. Effectivement, si on regarde la part, par exemple, des visiting friends and relatives au Luxembourg, elle est beaucoup plus faible que dans l'autre sens. Donc, on a à peu près 14% des séjours loisirs avec nuitée depuis l'étranger qui étaient des visites famille et amis, d'après les données du World Travel Monitor dont on dispose annuellement. Donc, effectivement, beaucoup d'experts ou d'étrangers et résidents, ils partent plutôt vers l'étranger que c'est l'inverse le cas. Et donc, toujours selon cette source, on avait 61% de séjours vacances et le reste donc à faire. Donc, ça fait à peu près un quart des séjours qui étaient des séjours à faire. Idem un peu pour la part de l'avion. Donc là, on est plutôt à 13-14% des visiteurs loisirs. Ça, c'est d'après notre propre enquête visiteur qu'on réalise, qui serait venu en avion. Mais c'est assez logique parce qu'on a quand même une très, très forte part de tourisme de proximité. Donc, il y a plutôt par d'autres moyens, à savoir voiture, principalement. Mais toujours selon les visiteurs, on aurait des dépenses de 170 € par personne par nuit pour les visiteurs loisirs en 2023, mais pas toutes ces recettes reviennent à l'économie luxembourgeoise. Donc ça, on demande juste la dépense du total du séjour, dont aussi le transport pour accéder au Luxembourg. Et on ne se fait pas évidemment toujours avec une compagnie ou un tour opérateur dont l'argent bénéficie nécessairement à notre économie, mais juste pour cerner un peu l'envergure des dépenses journalières. Et puis pour terminer, ça ne répond pas tout à fait à la question que vous aviez indiquée sur la fréquence de retour des visiteurs, peut-être certains visiteurs qui font plus de séjours par an, mais on a toujours après notre enquête visiteur, une part assez élevée de primo-visiteurs quand même, donc de nouveaux visiteurs. C'était 61% en 2023 à être venus pour la première fois au Luxembourg. C'est quand même un indicateur positif pour nous parce que ça confirme quand même aussi à l'attractivité du pays et la capacité d'attirer de nouveaux visiteurs. Et c'est important parce qu'ils sont aussi des multiplicateurs potentiels auprès de leurs amis, de leurs connaissances à recommander la destination et ainsi à élargir aussi le degré de connaissance de la destination. Voilà, donc ça c'était quelques données que je voulais avancer. Donc là aussi, si les auditeurs participants souhaitent davantage de chiffres sur les comportements de voyage des visiteurs étrangers au Luxembourg, ils peuvent évidemment nous contacter. Merci beaucoup. Merci. Voilà, donc maintenant, on place ces questions. Si vous êtes en ligne, vous pouvez les poser dans le chat ou à l'oral et dans la salle.
première question concernant, enfin, début de la guerre en Cascade, concernant les comptes satellites. Donc, c'est le tourisme tout confondu, aussi le tourisme d'affaires. Oui. Donc, on parle souvent en vacances, etc. On parle aussi des conteneurs européens qui viennent pour l'exploitation ou des touristes de congrès ou On a une question dans le chat. Bonjour, est-ce qu'il existe des chiffres concernant la location à court terme, par exemple les Airbnb? Airbnb, c'est un sujet, je crois. C'est un sujet, oui. Je sais qu'au niveau d'Eurostat, il y a une collecte qui est effectuée. Donc, il faudrait voir sur le site d'Eurostat. Mais c'est un sujet qui est débattu parce que il faut les intégrer quelque part. C'est un phénomène assez important et qui passe actuellement à côté. Mhm. Merci beaucoup, il y a personne. Mais ils sont intégrés dans les chiffres du tourisme intérieur, dans les hébergements. Airbnb, une fois qu'il dépasse un certain nombre de nuitées, la propriété privée est aussi comptabilisée. Elle est intégrée. Elle est intégrée. Et puisqu'ils ont un site, on voit tous les... Mhm. Ça se trouve, en fait. Ouais. C'est très ouvert. Hein. Mhm. Et on les a intégrés aussi. Ouais. Tant mieux, on est déjà en avance. Il y a une autre question. Bonjour, avez-vous questionné les moyens de transport utilisés lors des voyages des résidents et inversement ceux utilisés par les visiteurs? Les moyens de transport. Alors oui, on les a présentés tout à l'heure. Si je vois bien en arrière. Ils sont ici en ligne. Donc, le moyen de transport principal donc, pour les séjours de loisirs, c'est la voiture avec 52%. 52% des déplacements donc, se font en voiture, 35% en avion, 8% en train, 3% en bus. Donc, voilà, donc ça, c'est les chiffres pour l'année 2023. Bastien dit avoir plusieurs questions. Bastien, tu peux juste ouvrir ton micro et poser tes questions si tu veux. Oui. Oui, je confirme pour les séjours Airbnb, ça c'est bien inclus dans nos chiffres. Il y a une rubrique spéciale dans le split qu'on fait sur le site. Allô? Vous m'entendez? Attends, Bastien, on t'entend. Vous m'entendez? Vous m'entendez ou pas? Moi, je t'entends. Visiblement, pas tout le monde. Ah, Oui, oui, on t'entend. ah ouais. C'est bon ou Bastien, tu peux essayer? Oui, Oui. on t'écoute. Bon, moi, je sais pas, les autres m'entendent, ceux qui sont à distance, mais pas vous Oui, oui, apparemment. on t'écoute. Oui, oui. C'est bon. Ok, alors j'y vais. Oui, donc oui, les chiffres Airbnb, oui, c'est toujours repris dans une rubrique qui s'appelle hébergement de courte durée. Donc ça, on a aussi des chiffres qui sont là-dedans. Bon, il n'y a pas que les Airbnb, mais voilà, c'est bien compris. J'avais une question. Donc, quand on parle du tourisme d'affaires, surtout du tourisme d'affaires qui est au Luxembourg, est-ce que on a vraiment une idée bien précise de ça, avec les fiches qui sont remplies, notamment dans les établissements d'hébergement, ou est-ce que c'est quelque chose qui reste encore un peu approximatif? Je sais qu'avant c'était assez approximatif. Est-ce que maintenant on a une meilleure idée de ce tourisme d'affaires? Parce que c'est quand même, je trouve, très important aussi de savoir qu'est-ce qui est vraiment du tourisme du loisir et du tourisme d'affaires. J'avais une question concernant le slide 25. C'était en fait donc dans les comptes satellites. Je ne sais pas, vous pouvez afficher le slide? Pas. Non. J'ai plus la main Si, normalement, c'est sur le même écran que toi.
Là, ça va. C'est bon, c'est bon. En Luxembourg. 25. Voilà, celui-là. Donc là, donc on dit la restauration domine l'emploi du secteur touristique. Là, en fait, j'aimerais savoir comment est construit ce chiffre, les 46%. Donc, on prend tout l'emploi de la restauration, ou parce que, bon, enfin, dans la restauration, il y a des gens sans doute qui travaillent pour les touristes, mais pas que ça non plus. Donc, j'aimerais un peu savoir qu'est-ce qu'on considère exactement pour déterminer ce chiffre-là. Euh, j'ai encore une autre question. Désolé, j'ai beaucoup de questions. J'aimerais on avait aussi un slide avec, donc toujours sur les comptes satellites, la part des dépenses, des différentes dépenses selon résidents et non résidents. Et j'aimerais savoir si on a des chiffres du style la dépense moyenne par nationalité. Bon, parce que je trouve que c'est toujours intéressant aussi si on doit faire de la promotion touristique, voilà, de cibler en gros des clientèles qui dépensent beaucoup plutôt que celles qui dépensent rien. Et puis j'avais aussi une question, enfin ça c'est plus une remarque, mais quand on parle aussi donc, de la capacité d'hébergement, quand on regarde les chiffres, et il y en a qui sont sur le portail de statistiques, tant pour le nombre d'établissements d'hébergement que le nombre de chambres disponibles, bon, on voit grosso modo qu'on n'a pas vraiment une capacité supérieure aujourd'hui à ce qu'on avait il y a quelques années, et ça remonte un petit peu sur les dernières années, mais finalement, on reste toujours avec, je sais pas, entre 7000 et 8000 chambres, ça n'a pas beaucoup évolué. Ça a quand même beaucoup moins évolué que, on va dire, la population générale au Luxembourg. Voilà. Merci. Merci pour les questions. Sur l'investissement dans l'hôtellerie, etc., les spécialistes, vous êtes d'accord que ça n'a pas beaucoup évolué? Je ne sais pas. Ceux qui connaissent le secteur. Est-ce que vous trouvez que on a beaucoup investi, on a augmenté les capacités ou pas? Je pense que je n'ai pas de chiffres concrets, donc je ne peux pas répondre vraiment. Nous, on a cela. Hein. La tendance, c'est qu'il y a l'investissement dans des zones urbaines avec des hôtels plutôt d'affaires. On travaille aussi avec une clientèle de loisirs. Et, en effet, le nombre de chambres reste peut-être plus ou moins stable. Bon, LFT a peut-être des chiffres un peu plus précis là-dessus, mais ce sont des hôtels aussi maintenant qui sont ouverts 12 mois par an, alors qu'auparavant, on avait plutôt plus d'hôtels en région rurale, mullatale et nord, qui étaient souvent fermés l'hiver. Donc, on a une certaine capacité en plus. Mais là où je rejoins certaines questions, c'est la remarque que j'ai faite avant, on mélange souvent un peu de tourisme de loisirs et tourisme d'affaires. Ce sont quand même deux tourismes très différents. Il faut aussi un peu attirer ces clientèles-là. Donc, voilà, je pense qu'il y a des nouveaux hôtels qui se construisent, mais je n'ai pas les chiffres sur les capacités concrètes. Désolé. Peut-être. Oui, à la prochaine. J'ai un point peut-être parce que il est directement lié. Il me semble que dans les régions rurales, le nombre de chambres d'hôtel est plutôt en baisse, alors que le nombre de locatifs est en hausse. Beaucoup de campings investissent dans le locatif. Est-ce qu'on a ces chiffres-là sur les chambres? Parce que sur les campings, on voit toujours le nombre d'emplacements qui est comptabilisé, mais il me semble qu'il y a un changement là qui est en train de se mettre en place. Oui, on a à peu près, je pense, mais il faudrait que je vérifie un tiers des séjours camping qui sont dans les locatifs sur camping. Donc, effectivement, ça a augmenté beaucoup, tout comme les short-term rentals d'ailleurs, de manière générale. Il y avait la question tout au début de la session des questions. J'avais pas plus tard qu'hier regardé. Il y a plus apparemment, d'après Eurostat, plus de 400 000 nuitées dans short-term rentals, mais ça reste des statistiques expérimentales. Donc, je ne sais pas à quel point elles sont fiables, mais je pense qu'il est clair que
ça a en partie peut-être un peu absorbé une demande hôtelière, mais ça a aussi généré une demande complémentaire en partie. Mais il est vrai, quand on regarde sur le long terme, c'est surtout la région du Mulhotal qui voit des capacités hôtelières vraiment dégringoler, alors que c'est moins marqué dans les autres régions rurales, alors que dans les zones urbaines, effectivement, c'est plutôt en hausse. Mais moi, on connaît les phénomènes derrière. Hein. Il y a des phénomènes de succession, de problèmes de succession, de concurrence du marché immobilier aussi, etc. Donc, beaucoup de phénomènes qui sont connus. Il y avait une étude qui avait été réalisée dans la région Mulhotal, effectivement, à ce sujet. Et puis, il y avait encore la question sur le tourisme d'affaires. Oui, je voulais juste rajouter encore une chose là. Donc, toujours pour sur base des données du World Travel Monitor qu'on avait, donc 24% de tourisme d'affaires en tout, et on aurait 16 pour MICE et 8 pour le tourisme d'affaires, plutôt privé ou traditionnel. Donc le tourisme MICE qui est plutôt le tourisme d'affaires promotable, donc les meetings, incentives, congresses and events, juste pour donner un peu un ordre de grandeur. Mais effectivement, ça reste une enquête international, donc qui est basé sur ce que les visiteurs déclarent eux-mêmes. On connaît cet emploi? On connaît, oui, c'est ouais. Et je pense que sur sur les nouvelles fiches d'hébergement, on fait la distinction dorénavant entre les deux. Avec le loisir et l'affaire. Fiche d'hébergement qui était aussi un grand combat, comme tout le monde sait, pour avoir des programmes. Maintenant, on n'a plus entendu de plaintes. À mon avis, ça fonctionne, non? C'est satisfaisant maintenant. Fiche d'hébergement. Oui. C'est pas mon domaine non plus, mais je pense qu'il y a un projet de loi. Oui. Un modèle digital qui devrait être plus facile à gérer pour les hôteliers d'un côté et peut-être donner des chiffres plus concrets et plus viables de l'autre côté pour. Il y a une question en ligne. Il faut répondre aux questions. Ah oui, c'est vrai, on n'a pas une réponse précise. Pasteur pose des bonnes questions. Voilà, donc, malheureusement, nous, on n'a pas une dépense par nationalité, on ne dispose pas de cette information détaillée. Nous, en satellite, on regarde de manière agrégée aux dépenses totales. Pour revenir au slide 25, donc, comme j'avais dit au début, on suit la méthodologie harmonisée au niveau international. Et pour donc, cette table 7, cette table sur l'emploi, on parle plutôt du secteur touristique et pas du tourisme direct. Donc, la méthodologie internationale pour l'emploi, c'est comprend tous les emplois du secteur. Donc, on distingue la table 7. Donc, l'emploi, c'est la seule table où on ne distingue pas de tourisme direct ou indirect. Donc là, on prend, donc si on parle de restauration, on prend tous les emplois dans la restauration. Donc, peu importe si c'est pour tourisme ou pour des autres clients, parce que donc c'est la méthodologie internationale et on ne dispose pas encore d'assez d'une méthodologie complète pour pouvoir distinguer, pour pouvoir dire, par exemple, un serveur dans un restaurant, il consacre, je ne sais pas, 20% pour des touristes et 80% pour des visiteurs locaux normaux. On n'a pas les informations concrètes qu'on a pour les dépenses. Pour cela, c'est les 6 premiers tableaux, c'est focalisé sur l'impact direct du tourisme. Mais pour l'emploi, on ne dispose pas encore d'informations assez détaillées pour pouvoir faire un split entre temps consacré à un touriste et temps consacré à d'autres clients. J'espère que j'ai tout répondu. Oui, merci beaucoup. L'autre question qu'il y avait en ligne, c'était comment se procurer l'étude complète sur le comportement des touristes étrangers évoqué par le RFP? C'est public? Non, c'est pas. Vous regardez là-dessus, j'ai pas trouvé. Non, c'est pas public. On est en fait en train de travailler sur l'accès en fait,
il y a une zone où il faut un login pour se connecter, où on mettra en ligne nos études. C'est en cours, le procédure n'est pas encore finalisé. C'est sur luxembourgtravel.lu/insights. On peut déjà trouver certains indicateurs, on a un dashboard aussi dessus. Et donc, c'est prévu de mettre des profils de marché, des profils de thèmes, etc. en ligne. Encore un peu attendre. Mais s'il y a vraiment des questions plus concrètes, vous pouvez directement. Et je crois que c'est bien, ce serait l'échange. Hein. Il y a différentes sources comparées, sources administratives, sources d'enquête, etc. Pour nous, c'est important aussi de mieux comprendre ce qu'on trouve dans nos enquêtes, ce qu'on trouve dans nos données. Hein. C'est important de discuter avec ceux qui sont sur le terrain. Hein. Les acteurs doivent avoir un dialogue parce qu'il faut qu'on soit pertinent, hein, que les données soient utilisables. Moi, j'avais encore un commentaire dans la salle des personnes qui viennent en fait du secteur touristique. Une question qu'on se pose est à savoir est-ce qu'il y a un intérêt de produire des statistiques sur ce sujet-là, c'est la durabilité du tourisme. On a évoqué dans l'enquête de la LFT que 5% des personnes se plaignaient qu'il y avait trop de touristes. Mais il y a aussi la question, est-ce que tous ces voyages sont durables? À la question, par exemple, si on a 33 nuitées en moyenne des résidents luxembourgeois, ils font ça de l'autre côté de la planète, il y a un impact sur l'environnement, sur les émissions de gaz à effet de serre. Est-ce que dans vos domaines respectifs, vous avez des statistiques, vous avez un intérêt pour ce genre de sujet? Est-ce qu'il y a des initiatives qui se développent là-dessus? Oui, peut-être moi je vais là-dessus. Donc, l'année dernière, certains indicateurs ont été présentés concernant le tourisme durable. Donc, ce sont des indicateurs comme la durée de séjour ou les moyens de transport aussi des résidents, comment les résidents aussi ils sont sur place, en fait, les moyens de transport sur place des touristes. Donc, il y a aussi la saisonnalité qui joue un rôle donc, pour vraiment élargir la saison, d'attirer les touristes à tout moment et de les garder plus longtemps. Donc, ça aussi, pour nous, c'est en fait c'est un grand volet de notre stratégie d'attirer les touristes plus longtemps et d'avoir une stratégie qui vise un tourisme durable. Donc, il y a des indicateurs qui sont déjà là, qu'on peut aussi trouver sur le site qu'à l'intérieur il y a donc Luxembourg Travel Insights et il y a certainement dans le futur aussi de nouveaux indicateurs. On réfléchit quels indicateurs font du sens, d'évaluer toujours la situation et voilà, de suivre ces indicateurs. J'ai bien contacté SATEC pour voir. C'est possible de mesurer le bilan carbone du tourisme. Mais bon, ça c'est aussi pas facile parce qu'il y a tous ces différents domaines qui jouent. Le tourisme, c'est vraiment. Oui, ça c'est dans beaucoup de secteurs. Est-ce que c'est possible? Ça, c'est une question aussi au niveau international qui est très discutée. Qu'est-ce qu'on inclut, qu'est-ce qu'on n'inclut pas? Il n'y a pas encore vraiment un standard pour mesurer le carbon footprint dans le tourisme. Donc, pour aussi le comparer avec d'autres. Nous, on calcule hein, les empreintes CO2, on calcule ça au Statec. On a aussi ceux qui font la projection PNEC, hein, Plan national d'énergie carbone, c'est fait ici au Statec. Donc, on est d'ailleurs impliqués dans ces travaux. Donc pour nous, c'est un vrai sujet d'intérêt. Il y a toujours moyen, même si c'est compliqué, on trouve quand même des approches pour résoudre ce problème. Donc, vous avez intérêt à collaborer. On sait qu'il a posé la question. Je vais savoir un article sur l'Autriche, je crois, où les stations de ski disaient qu'à peu près 50% des émissions de l'empreinte carbone en fait, vient du transport pour y aller. Il n'est pas généré sur place. Je suppose qu'ici, c'est encore pire, entre guillemets, puisque le gros des gens prennent une voiture.
C'est là-dessus qu'il faut agir. C'est toujours le transport. Il faut les remontées mécaniques, on ne peut pas en échapper. Bien, on en a trois. Hein. Non, dans le chat, c'est tout bon. Ici, Vous avez des stratégies d'opération dans votre développement touristique avec d'autres pays hôteliers. Parce que pour un Asiatique, par exemple, envisager que la destination d'une Europe centrale-nord soit ouverte entre Luxembourg, la Belgique, l'Allemagne, la France, etc. Vu de l'autre côté de la planète, c'est un tout petit territoire. Je travaille avec les destinations voisines, il y a aussi un groupe de travail avec la Wallonie, essentiellement Flandre, parfois les Pays-Bas, parfois ensemble aussi à des workshops. Aussi en partie avec les voisins allemands. Effectivement, pour attirer c'est surtout intéressant pour les visiteurs lointains, parce que évidemment, à ce sens que nous investissons des volumes majeurs pour beaucoup de dépenses sur les États-Unis et la Chine. Donc, on travaille plutôt sur les gens qui, de toute façon, viennent ici en Europe et essayer d'être plus sur les itinéraires de visite. Donc, aussi les spectacles qui combinent plusieurs pays européens. Merci. Merci à tous les intervenants du Statec, évidemment, mais ainsi tous ceux qui sont venus en visite faire une présentation. Une petite question dernière. Alors, très vite, parce que là, je suis en train de conclure. Très simple. Je n'ai pas pu capter quel est le pays, quelle est la nationalité. Ici au Luxembourg. Oui, quel est le pays, quelle est la nationalité Moi, je suis pas. qui a le plus d'argent? Je ne sais pas. On n'a pas cette information. On n'a pas. Voilà, donc merci aussi. Parce qu'à l'époque, LL Netherlands voulait dire nous, Netherlands. Oui, on connaît cette. Donc, merci aussi à tous ceux de l'extérieur qui sont intervenus, les visiteurs. Hein, je crois que ça a bien enrichi le débat et pour nous, c'est important d'avoir ce dialogue. Voilà, donc merci et bonne journée. Merci. Merci.